Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast Cousinet. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas tourné. Excusez-nous, nous sommes des hommes très occupés aujourd'hui. Cyprien, il y a RMC qui arrête pas de le demander, qui arrête pas de le harceler. Moi, j'ai rien à faire. Et voilà, c'est Cyprien surtout qui a un emploi du temps de ministre, alors c'est très compliqué de se caler avec lui. Aujourd'hui, on parle de vélo, on parle Milan-San Remo, et comme je vous l'ai dit, évidemment, pour en parler, mon très cher Cyprien se joint à moi. Comment tu vas, mon petit Cypriano? Écoutez, je vais très bien. Alors, je suis désolé d'avoir manqué autant à nos auditeurs, mais voilà, je devais alimenter notre chaîne TikTok aussi. Voilà, ça prend du temps et puis c'est vrai que je suis pas mal occupé. J'ai eu des relances d'RMC, de Bein, de Canal, donc c'est compliqué de donner sa tête un peu partout. Mais je suis là ce soir présent pour vous pour parler de Milan-San Remo. Exactement, RMC, ils lui ont dit: «On cherche un raciste pour remplacer Riolo, si tu veux bien venir». Et du coup, il a évidemment accepté parce qu'il est plus raciste que Daniel Riolo. Non, Heu, ça je décline. alors c'est évidemment une blague. Milan-San Remo, bon, on aurait pu tourner cette vidéo avant la course, tellement, le résultat était évident. Mais bon, on va quand même essayer de débriefer quelque peu, cette course, ce classique. Cette classique, peut-être la plus belle, en tout cas à chaque fois par son scénario, il se passe, 1000 et une choses différentes. La seule, enfin l'une des seules avec Paris-Roubaix que Pogacar n'avait pas encore remporté. Il l'a évidemment remporté du coup ce week-end, vous l'avez bien vu. On a commencé cette très longue course parce que je vous rappelle que Milan-San Remo, c'est plus de 300 kilomètres si je dis pas de bêtises, avec une échappée matinale composée de coureurs qui venaient pour montrer le maillot, hein, globalement. Tout à fait, tout à fait. Mais généralement, bon, il y a toujours une échappée dans Milan-San Remo, mais ils arrivent jamais à prendre autant d'avance. Ça a tenu, pas mal de temps quand même avec, 5 minutes d'avance. Mmh. Donc voilà, bon après c'était des petites équipes, italiennes surtout qui voulaient montrer le maillot et puis voilà, faire sortir quelques mecs. Après voilà, les péripéties de la course ont fait qu'ils ont réussi à rester quand même pas mal de temps devant. Mais voilà, rien à signaler sur cette, petite échappasse. Beaucoup de ouais, bon, comme je dis, hein, il y avait quelques Italiens dedans, donc volonté de montrer le maillot et de voilà, de rouler en tête dans leur pays, histoire de se faire un C'est petit ça. kiff. Et puis au final, ils ont été très valeureux parce qu'ils ont tenu jusque la l'avant-dernière difficulté, avant le Poggio et avant les noms, je me rappelle jamais, excusez-moi. La Hem, Cipresa. la Cipresa, putain, mais toi tu es c'est fou, c'est un vrai dictionnaire. Eh oui. Bon après, ce qu'il faut signaler dans Milan-San Remo, à part les 2 difficultés là que tu viens de citer, c'est très plat quand même. Enfin, c'est assez plat quand même. Pendant Il y a pas mal de pas kilomètres, de c'est plat, ouais, ouais. voilà, donc c'est une échappée que le peloton contrôle et la laisse devant sur le plat et après ça commence à accélérer dès que les échappées arrivent. Ensuite, une fois cette échappée, partie, on a eu directement la team UAE qui a contrôlé, avec notamment, Domen Novak, qui sort un peu de chez UAE cette année. Hem, il y a eu jusqu'à, comme tu dis, 6 minutes d'avance, jusque plus ou moins, le kilomètre 60 kilomètres de l'arrivée plutôt, où, comme j'ai dit, Domen Novak a pris un peu la tête du peloton. Pour Pogacar, on aurait pu imaginer que le Slovène allait attaquer dans c'est quoi le nom? Le Capo Mele, je crois, Mmh. et au final, bon, ça monte avec son équipe qui roule fort dans ce col. Il y a quelques petites bosses et puis d'un coup, un fait de jeu qui aurait pu changer, la carrière, oui, le palmarès de Pogacar et surtout la suite de la La course. course. Mmh. Pogacar, qui lui-même est auteur d'une faute, il tombe, il fait tomber avec lui Wout van Aert, Craig Anderson, Binyam Girmay. Girmay. Voilà, ça c'est pour tous Mmh. ceux qui étaient possibles d'aller gagner. Hem, il tombe donc à 33 kilomètres de l'arrivée. Est-ce que quand tu as vu ça, toi tu t'es dit: «Ça y est, c'est foutu» ou tu t'es dit: «Bon»?
Ah oui, honnêtement, parce que encore ça aurait été à 150-200 kilomètres de l'arrivée, je savais qu'il allait revenir, même si je savais qu'il était fort, mais faire ça à 33 kilomètres de l'arrivée, surtout que c'était pas il a pas juste posé pied à terre, il est vraiment tombé. On l'a vu, sur son petit short, qu'il était déchiré et puis qu'il avait quand même pas mal gratté le sol. Après voilà, il a pas eu, une véritable de lourde où il s'est blessé quelque part. Il s'est juste, surtout râpé, surtout la cuisse et le fessier gauche, on va dire. Mais voilà, je pensais pas qu'il allait pouvoir quand même rattraper, il avait quand même une petite minute de retard à un moment, même un petit peu plus si je me trompe pas et il a réussi quand même, bon, à aider de ses coéquipiers, on va pas se mentir. Je pense que s'il avait pas cette équipe-là, il aurait peut-être pas réussi à revenir. Mais, je pensais pas qu'il allait réussir à remonter aussi facilement et voilà. Il remonte, comme tu l'as dit, mais c'est même plus facilement en fait. Enfin, quand je l'ai vu remonter sur son vélo et que je l'ai vu revenir, mais comme une flèche, mais c'est dans le Cipressa, c'est Bah, frère, surtout ça, ouais, bah, c'est après aberrant. c'est vraiment bon, c'est sûr qu'il avait les jambes, mais c'est en grosse partie grâce à son équipe. Si, il a pas une équipe, très performante comme il avait là, parce qu'il y avait juste Del Toro qui était resté vraiment devant, ils ont fait quand même décrocher, 3-4, coéquipiers forts, costauds. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que c'était très impressionnant dans la Cipressa qu'il revienne comme ça, qu'il a dépassé. Il s'est mis à la droite du peloton, puis il les a remontés petit à petit. On a vu dès le C'était début de la affolant, Cipressa, il était dernier, puis hop, ils affolant. se sont remis devant. Et puis, voilà, ils ont mis la machine en route et voilà. C'était affolant la facilité avec laquelle Mmh, il c'est remontait ça. sur le. T'avais l'impression qu'il était sur du plat et que les autres ils étaient dans un col à 15%. Franchement, Mmh, c'était. c'est vrai. Je sais pas quoi vous dire, les amis. Moi, je suis pas adepte du dire dopage, etc., parce que j'aime ce sport. Mais sincèrement, une performance comme ça, il grimpe le Cipressa, il bat son record sur la Cipressa. Il bat son propre record qui était l'année passée de 8,55. Il fait 8,48 alors qu'il tombe à quelques hectomètres avant de commencer de grimper la Cipressa. C'est quand même. Et il remonte avec le short en sang, le maillot là en sang, le genou en sang. Bref, il pisse le sang et il te remonte ça avec une facilité déconcertante. Il remonte ensuite à la tête du peloton où là, il a envoyé sûrement deux des meilleurs hommes dans le peloton, c'est-à-dire Brandon McNulty et Isaac Del Toro. D'abord, Brandon McNulty a largement accéléré jusqu'à faire péter tout le Mmh, monde. Et après, Isaac Del Toro qui t'envoie une attaque, enfin, qui t'envoie un relais qui est digne d'une mmh. attaque. Isaac Del Toro, ce début de saison, c'est sérieux, hein. Ah bah oui, là, il fait partie, facilement dans ce début de saison. Déjà l'année dernière, il était très bon. Des on va dire, hein, même, top 4, allez peut-être top 5 meilleurs coureurs là, hein, Clairement. avec, son coéquipier Pogačar. On va mettre le petit français Sexas. Vingegaard, Lui, il y en évidemment. a pas beaucoup, hein. Vingegaard et puis, peut-être, le Belge, hem, Evenepoel. Evenepoel, voilà, je pense que c'est facile, hein, il fait top 5 facile, hein. Je pense même qu'il est meilleur que Evenepoel, hein, en montagne. Ah oui, oui, Si, il y a actuellement, oui, peut-être puis il y a je pense qu'il est peut-être Ayuso. ouais et encore, il est peut-être même meilleur là depuis le début de saison que Vingegaard là. Après voilà, Vingegaard revient Il- d'une grosse blessure et tout, Ouais. mais Puis il reprend actuellement en tranquillement sa termes de saison. forme, voilà, mais en termes de forme, je pense que, c'est top 3, hein. Oui. Ça joue sur la deuxième place entre lui et Sexas, hein. Actuellement, Isaac Del Toro, il peut gagner un Tour de France s'il n'y a pas Pogacar, hein, clairement. Ouais, c'est Et ça. Mmh. pas avec 30 secondes d'avance, hein. Ouais. Euh, et d'ailleurs, on pourra ouvrir le débat, mais c'est peut-être ce qui fera qu'il va peut-être pas rester si longtemps que ça chez UAE, parce que je pense qu'il va vite le sentir, Mmh. qu'il a un grand tour dans les jambes, et qu'avec Pogacar, un peu comme Ayuso, hein, un peu comme Ayuso, Mmh avec mh. Pogacar Tout dans à ses fait, rangs, ça va être compliqué d'aller se faire voir sur le Tour de France. tout à fait. Le Slovène va donc, après profiter du très gros travail d'Isaac Del Toro et lâcher une attaque énorme, laissant tout le peloton,
tout le peloton pardon, sur place, excepté le trio en fait, hein, lui, le trio Ouais, des voilà. favoris, lui, Tom Les Pidcock 2 autres favoris, et ouais. Mathieu Van Mmh. Der Poel. Euh, Plusieurs attaques dans le Cipressa de la part de Pogacar. Jus- Jusque-là, Tom Pidcock avait l'air solide. Van Der Poel un peu moins, mais il s'accroche dans la roue Mmh. le temps qu'il peut. Et puis, voilà le Poggio, qui est souvent le juge de Mmh. paix de ce Tour de France. Pas, de ce Tour de France, pardon, de ce Milan-San Remo. Pas très compliqué le Poggio, mais bien casse-pattes. Mmh. C'est ça, assez raide, court, mais quand même assez raide. Après les autres années, Van Der Poel arrivait à suivre, parce que ça montait peut-être moins intensivement, les 2 cols d'un coup. Mais là, voilà, il a fini par péter, ce qui est logique, hein. C'est pas un peu grimpeur et puis c'est pas le meilleur puncher non plus, du monde. Donc finalement, bah, voilà, il tenait, mais là, il a fini par céder, au bout d'un moment, c'est sûr, il pouvait plus, C'est rester comme ça à alors sucer les roues ah oui, oui, bien sûr. Mais par des contre, 2 autres. c'est pas son, c'est effectivement pas le meilleur grimpeur Mmh, du peloton. Et en plus, il est pas très léger, donc évidemment, poursuivre un mmh, Pogacar, mmh. c'est plus compliqué. Maintenant, ça reste une de ses courses favorites, Milan-San Remo, qu'il a déjà Oui, remporté 2 fois, tout à fait, mais avec comme je te Paris-Roubaix, dis, évidemment. généralement ouais, généralement, ben, ça attaquait pas aussi fort ou ça attaquait vraiment plus déjà, dans le Poggio, pas dans la Cipressa d'habitude. Mhm. Ils attendaient vraiment le dernier col et lui arrivait, bah, peut-être qu'il avait peut-être des meilleures jambes aussi les autres années quand il le remportait et lui ça il jouait surtout ça sur le sprint. Mais voilà, quand c'est sûr que quand il se fait lâcher, dans le Poggio, c'est fini pour lui. Faut qu'il arrive à basculer avec les meilleurs. Celui qui a fait, pour le coup, un meilleur, enfin un plus bel effet, c'est Tom Pidcock. On sait que Mmh, Pidcock, il est monstrueux, il est issu du VTT. Il avait d'ailleurs, et je crois il a déjà gagné les JO, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, si je me trompe à pas, ouais. Paris. Euh, Excellent coureur, habitué du coup à des courses un peu plus casse-gueule, comme Milan-San Remo. Mmh. Euh, il a largement serré les dents durant le Poggio, mais au final, à chaque fois, il suivait au train-train, mais il suivait Pogacar et il n'a pas lâché un Mmh. hectomètre dans tout le Poggio. C'est ça, il a réussi à tenir, à pas faiblir dans les coups de boutoir de Pogacar. Après, il avait pas les jambes pour attaquer non plus et je pense que même pour le sprint, il était quand même, limite. C'était pas voilà, il manquait de puissance et il manquait de jambes. Après voilà, il fait une très belle course honnêtement d'arriver à suivre Pogacar qui a attaqué quand même de nombreuses fois. Je pense qu'il peut être satisfait de sa course. Après, c'est sûr qu'il aurait aimé gagner, mais il peut être satisfait de sa course, honnêtement, de finir deuxième derrière Pogacar, de finir devant Van Der Poel et les autres favoris, c'est quand même pas mal. Et Surtout d'ailleurs, qu'il n'était pas en grande forme en ce moment. non, 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 clairement. Et en plus de ça, enfin, non, pardon, en plus de ça, qu'est-ce que je raconte? On a eu un suspense quand même, parce que après le Poggio, Pogacar, Pidcock balance avec peu d'avance sur le peloton, sur un peloton en mode en grande marche, avec notamment un Wout van Aert dedans qui était assez remuant. Au final, ça commençait à se regarder un petit peu entre Pidcock et Pogacar. Van Aert dans le peloton s'est dit bon, c'est le moment ou jamais. Van Aert qui place une pile alors que lui aussi il était tombé. Au final, il a balancé avec le Poggio, dans le Poggio pardon, avec le peloton. Belle montée de la part du Belge. Ensuite, il attaque le peloton. Ça fait du bien de voir Wout van Aert comme ça après lui aussi Ouais, une année un peu galère. c'est ce que j'allais te dire, même un peu plus que ça. Ça Oui, fait oui, oui, peut-être même 2 2-3 ans. ans. Ouais, ouais. Ça fait plaisir de le revoir comme ça parce que même dans les courses où vraiment c'est lui le leader de son équipe, dans les, Style de que ce classique, soit ouais. les Ardennaises ou dans les pavés ou quoi que ce soit, c'est lui le leader. Et bah, cette dernière année, même il y a 2 ans, on va dire que, et on le voyait souvent lâcher, on le voyait pas au niveau, on le voyait pas exister dans ces courses-là. Ouais. Là, de le voir avec peu d'écart en sortant du Poggio et à réussir à sortir du peloton alors que le peloton roulait quand même assez vive allure pour aller jouer le sprint.
Ça fait plaisir de revoir Wout van Aert, dans ces conditions-là. C'est peut-être signe d'un bon retour, pourquoi pas. Sur Paris-Roubaix, ça pourrait ramener, un 3e, gros favori pour la course. Donc honnêtement, c'est bien. C'est bien pour le Belge et ça fait plaisir. Et au final, on a donc une arrivée entre Pidcock et Pogacar. Pogacar qui coiffe Pidcock sur le sprint. Au tout début, Pogacar commençait à prendre avec plus de punch, mais Pidcock Mmh. revient sur les derniers mètres. Mais Avec c'est un trop plus gros tard. braquet, ouais, Ouais, Pidcock, et puis ouais, c'est trop a tard. réussi à Et ouais. Pogacar qui nous sort pareil, son sprint, frérot. C'est quoi ce sprint de mec avec des cuisses de 110 kilos? Il te lâche un sprint. Pourtant, Pidcock, c'est un des mecs les plus rapides du peloton, Mmh. notamment de par son passé de VTT. Euh, Pogacar, le punch, ça commence à Bah, être grave, hein. pas spécialement réputé pour le sprint, mais il a déjà gagné des Ah, petits plusieurs fois, sprints en ouais, ouais, comité, plusieurs hein, fois. Pogacar. Donc oui, c'est sûr que c'est pas le mec qui a les plus grosses cuisses ou le mec le plus puissant, mais avec son punch et sa résistance, il arrive à bien, gérer ses sprints. Donc bah, pour l'histoire, c'est très beau cette victoire. Alors oui, il peut avoir des suspicions de dopage, machin. Il chute à 33 kilomètres. Il arrive à revenir d'une facilité déconcertante sur le peloton, à faire attaquer ses gars et lui-même lâcher tout le monde. Mais pour l'histoire, voilà, il lui reste plus qu'une course maintenant à gagner. Ça va pas être la plus facile parce que c'est vraiment pas du tout son terrain, encore une fois, là. Là, on va dire que Milan-San Remo, c'était peut-être la plus facile encore à gagner pour lui parce qu'il y avait quand même, 2 petits, on peut pas dire ça colle, mais 2 petites montées, qui pouvaient l'aider à prendre la tête sur cette course-là. Mais vraiment, Paris-Roubaix, on va dire que ça va être la plus dure à gagner pour lui parce que il y a pas de montée, voilà. C'est que du plat. C'est des pavés. L'année dernière, il aurait pu peut-être la gagner, mais une petite erreur dans un virage l'a fait tomber. Mais là, cette année, on va voir ce que ça va donner. Peut-être Van Der Poel est un cran en dessous. Là, on l'a vu un peu quand même moins étincelant. Wout van Aert revient à un bon niveau d'après cette course-là. Ça peut être intéressant. Après, voilà, il lui reste une course et bah, il aura tout gagné s'il arrive à la gagner. Mais pour l'histoire, c'est sûr qu'on n'a jamais vu un champion comme ça. On a vu des très grands champions pour jouer des classements généraux. Je peux en citer plusieurs, mais par contre, des mecs qui sont capables de gagner, que ce soit des Jeux Olympiques, des classements généraux, des grands tours et autant de classiques, ça s'est jamais vu dans le monde du cyclisme. Bah, mis à part, enfin, nous on l'a pas vu, mais un Oui, coureur à comme part le cannibale, Eddy Merckx, voilà. voilà, qui, Mais on va dire de façon si incroyable que ça. oui, oui, puis c'était pas la même époque dans Voilà. le sens où Ouais, c'était pas à la, cette c'était pas époque-là, pareil. lui, il pouvait gagner le maillot jaune et le maillot vert en même temps, hein, donc, Voilà, c'est ça. voilà. Mais Enfin, quoi que depuis, on va dire Pogacar les pourrait le années faire, hein. 80, ouais, Pogacar pourrait le faire, depuis les années 90, on va dire, ça s'est jamais vu, quoi. clairement. On n'a jamais Et vu, on n'a jamais vu ça. on parlait d'Eddy Merckx, Pogacar qui revient donc à 11 pour son nombre de classiques, de monuments gagnés. Eddy Merckx est à 19. Pogacar peut clairement aller le chercher parce qu'il est encore jeune. Il y a encore Ouais. 2-3 classiques à gagner pour lui cette année Mm. qu'il pourrait prendre avec donc Milan-San Remo qui est passé, mais Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie. Donc voilà, il pourrait pas égaliser cette année, mais dans 1 ou 2 ans, il C'est pourrait ça, l'égaliser, voire le tout à dépasser. fait. Même si, comme tu l'as dit, Paris-Roubaix sera bien plus compliqué. On retrouvera ce duel entre Mathieu Van Der Poel et Pogacar euh, bientôt, puisque la suite, je l'ai juste ici, c'est donc le Tour des Flandres pour les deux, le 5 avril. Ils se retrouveront donc Mm. bientôt, dans 2 semaines. Et puis ensuite Paris-Roubaix, le 12 avril. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ce sont les deux courses que Mathieu Van Der Poel a le plus gagné. Le Tour des Flandres 2020, Mm. 2022, 2024. Et surtout Paris-Roubaix, où Mathieu Van Der Poel a tout simplement gagné les 3 dernières années. Sur les Mm. pavés, il va falloir aller le chercher, Mathieu, quand même. C'est sûr, c'est sûr. Et si on rajoute aussi dans cette course-là un Wout van Aert qui revient à très bon niveau, Ouais. ça peut amener de la complication. Après, voir le Tour des Flandres, ça se joue. Bon, il l'a gagné pas mal de fois, mais Et puis Pogacar l'a Pogacar déjà gagné aussi, peut, hein. voilà, peut faire quelque chose aussi. Il l'a Mais gagné par l'année contre, dernière déjà. Paris-Roubaix,
On peut savoir qui sont les favoris, ça c'est sûr de cette course-là. C'est très rare qu'un non-favori gagne cette course-là. Mais par contre, c'est vraiment avec de la chance, Paris-Roubaix. Parce que tu peux être, le plus fort, de cette course-là et tu vas crever une ou Ah 2 ouais, bien sûr, fois bien sûr, bien sûr. et tu peux la perdre. Donc voilà, ça, on le verra au moment de la course. Mais par contre, oui, bah, je te rejoins, oui, il peut battre Eddy Merckx. Mais par contre, plus les années vont passer, bah, plus lui va prendre d'âge, même s'il est encore jeune, hein, c'est sûr, je crois qu'il a 26 ou 27 ans peut-être. Mais par contre, des mecs vont commencer à sortir. Sexas va commencer à venir le titiller justement, bah, pourquoi pas sur un Milan-San Remo, sur un Tour de Lombardie, sur un Liège-Bastogne-Liège, même bah, son coéquipier. Alors on ne sait pas combien de temps va rester avec lui, mais Del Toro, bah, peut-être qu'il va venir jouer aussi quelques classiques. Donc pour lui, ça va amener de la difficulté en plus ces années qui vont passer à lui aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, les 2 prochaines classiques vont être intéressantes à regarder. Parce que comme je t'ai dit, avant, bon voilà, ces 2 dernières années, on va dire, ça se jouait entre lui et Van Der Poel, la plupart des classiques, de ces moments-là. Mhm. Mais par contre, là, si on arrive à rajouter un Wout van Aert, ça peut être encore plus intéressant. Parce que qui dit tu rajoutes un Wout van Aert, ça veut dire que tu rajoutes son équipe dans le lot aussi. Donc ils peuvent rouler, faire mal au peloton, faire mal à Van Der Poel, qui est un peu moins bien équipé en termes d'équipier quand même, on va pas se mentir, comparé à Pogacar et Wout van Aert. Donc ça peut être intéressant dans ce jeu-là. Dernière question, avant de se retrouver sur le carrefour de l'arbre. Non, plus sérieusement, est-ce que Pogacar peut faire cette année le Grand Chelem, c'est-à-dire il a déjà gagné, attends, c'était quoi déjà la première qu'il a gagné quand on était chez moi là, c'était quoi? C'était La f- le Lombardie, non? C'était pas le. Non, je crois que c'est pas encore Non, passé. non, ça c'est après. Non, ça c'est. Oh merde, j'ai oublié le nom. Strade Bianche? Non, non, si, Stade c'est ça, Banquier, oui, c'est en ça. effet. Si, si, c'est ça. Voilà, il a gagné C'est les ça. Strade Bianche, il a gagné donc Milan-San Remo. Il va ensuite Mm, aller sur le Tour de Flandre, Paris-Roubaix, Liège, mm, Bastogne-Liège, sachant que c'est des courses à part Paris-Roubaix qu'il a déjà gagné, même plusieurs fois. mm. Euh, et ensuite, il fera des petits tours, notamment le Tour de Romandie, le Tour de Suisse. Et puis le Tour de France. Est-ce que Pogacar peut gagner partout où il passe cette année? Bah, honnêtement, comparé à l'année dernière, j'ai l'impression qu'il avait plus. Bon, voilà, il avait quand même préparé pour jouer les classiques, surtout Paris-Roubaix et d'autres classiques, mais j'ai pas l'impression qu'il était autant en forme l'année dernière que ce qu'il est maintenant. Là, tout de suite, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il s'est préparé vraiment pour les classiques du début de saison, où on voit que là, il a vraiment une forme comme s'il allait faire le Tour de France demain, là. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'est préparé de deux manières différentes, comparé à l'année dernière, qu'il s'est préparé pour les classiques. C'est important pour lui de remporter, surtout qu'il y en avait deux qu'il n'a pas remporté. Donc je pense que c'était son premier objectif cette année, de remporter ces deux classiques-là. Et après, je pense qu'il va avoir une vraie coupure après ces classiques-là pour avoir une préparation pour le tour et revenir en forme à ce moment-là. Donc oui, Donc pour moi, je pense qu'il peut. s'il Je gagne pense qu'il peut. Paris-Roubaix, il pourrait faire le Grand Chelem? Ouais, je pense. Ok, Honnêtement, je pense. très bien. Et après, je pense que c'est jamais arrivé, honnêtement, que quelqu'un remporte la même année. Toutes les classiques? Ça a à voir, Je ça. pense pas. Non, même pas toutes les classiques, mais que quelqu'un remporte Paris-Roubaix et le Tour de France la même année. Je suis pas sûr. Je Bonne suis pas sûr question. que Eddy Merckx l'ait fait. Bonne question. Bonne question. Si tu me Ouais, donnes. vous nous direz dans les commentaires si si tu- quelqu'un a cette référence-là. je peux. Mais Attends, je vais essayer d'aller et regarder oui, vite fait. encore pire. Bah, je pense que ça s'est jamais fait, hein, ce que tu vas me dire. Non, bah. Toutes les classiques et le Tour de France, ça m'étonnerait que quelqu'un l'ait fait, ça. Déjà, Honnêtement, quand tu regardes les récents gagnants de Paris-Roubaix, bon, Van Der Poel, bah, Van ça c'est Baarle, sûr. Sonny Bah, ça c'est Colbrelli, sûr. Philippe Gilbert, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Niki Terpstra, donc tout Non, ça, ça non, n'a ça, pas je gagné le pense Tour qu'il de faut France. remonter à. Non, Euh, non, faut remonter à Eddy Merckx, là, je pense, hein. alors, Eddy Merckx, il a gagné quand notre Eddy Merckx? Il a gagné en 73. Bon, attends, j'allais sur son palmarès.
Eddy Merckx, Paris-Roubaix. 68, 70, 73. 68, 70, 73. Il l'a gagné en 70. Il a gagné Paris-Roubaix et le Tour de France. Ah, bon, bah voilà, ça c'est déjà fait. Mais par contre, Ça va oui, être dur de effectivement, battre Eddy Merckx, quoi. ouais. Bah, c'est ce que je t'ai dit, c'est pas facile parce que faut quand même être un classic man pour gagner Paris-Roubaix. Donc je t'ai dit, ça s'est jamais fait. Là, ça fait qu'il légaliserait. Parce que c'est vraiment des mecs qui sont habitués à faire les classiques qui remportent Paris-Roubaix. J'ai jamais vu, par exemple, honnêtement, à l'époque, remontons un peu plus loin que les Contador et tout, j'ai jamais vu, par exemple, Armstrong. Armstrong Ouais, bien sûr. faire Paris-Roubaix. Ouais, non, clairement. Clairement. Et Donc, on va y mettre fin à ce podcast. Dernière hmm. question. Je veux une réponse très rapide. Est-ce que s'il prend Paris-Roubaix, ou même s'il le prend pas d'ailleurs, est-ce que Pogacar est le plus grand de tous les temps? Bah, moi, bah oui, c'est sûr que honnêtement, heu, après voilà, comme je te l'ai dit, je te l'avais dit en off, pour moi, là, on n'a rien sur lui. Pour moi, même s'il me prend pas Paris-Roubaix, et je pense que même si c'est pas cette année, il a une chance de le prendre avant sa retraite, heu, c'est le plus grand de tous les temps. Parce que bon, certes, il a une très grosse équipe, mais les plus grands champions avaient des très grosses équipes et il est capable de gagner sur tous les terrains. Il y a pas On peut pas dire, bah, il peut pas gagner ces classiques-là, il peut pas gagner, par exemple, le championnat du monde, il peut pas gagner, ce tour-là. Non, il peut gagner partout. Après, à voir, voilà, dans quelques années, effectivement, s'il est dopé, bah, et voilà, on est obligé de le rayer, des plus grands de tous les temps. De la Mais carte. si il y a rien du tout, bah, faut que tu me cites quelqu'un qui est capable de me dire: «C'est pas le plus grand de tous les temps». Moi, je suis d'accord. Ça me fait chier de le dire, parce qu'il me gaspille ma passion pour le vélo. Parce qu'il est injouable. Mais oui, non, Il est non, c'est vrai, c'est injouable. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait chier de le dire, mais oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Évidemment, mais il est le plus grand de tous les temps pour le moment, Mmh. parce que Paul Sexas arrive, les amis. Et Paul Ah mais c'est Sexas, sûr que ça pourrait déjà, être vraiment, va lui tabasser les couilles au prochain Tour de France. Et Paul Sexas, mmh, tu sais quoi? Il fera pas le Grand Chelem cette année, Pogacar. Il va prendre Paris-Roubaix. Il va prendre le Tour des Flandres. Mais il ne prendra pas le Tour de France parce que Paul Sexas va le gagner bah, avec ça, ce 4 serait beau. minutes d'avance. Ce serait beau, alors peut-être pas cette année, bon après je signerais direct pour que Texas gagne dès cette année le Non, mais Tour il de le gagnera France, pas cette mais année, je jure. heu, dans les prochaines années, je t'ai dit même dans certains classiques, il peut être vraiment embêté par Texas. Il va falloir changer d'équipe par contre pour Paul Sexas si jamais il veut. Ou alors il va falloir que Ou vraiment beaucoup Decathlon. mieux entouré. Voilà, voilà, il va Ouais. falloir que Decathlon. Ils commencent hein, d'ailleurs Decathlon, ils font Oui, ça commence à un être market pas intéressant, ouais. mal là, mais bon, Ouais, ça encore commence un à peu être intéressant, donc de oui. travail. Très bien, très bien. Mmh. Bon, bah écoute, on va pouvoir se laisser. N'hésitez pas à nous suivre, comme je l'ai déjà dit, enfin comme je le dis dans chaque vidéo, TikTok, sur YouTube. YouTube, c'est ce que je raconte. YouTube, c'est pas un filou tube ça. Sur YouTube, on met des shorts. Allez liker nos shorts. Allez liker nos TikTok. Allez commenter tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici peu. On fera peut-être, normalement on a prévu de vous faire nos petits pronos pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Il y a des beaux matchs Voilà. et voilà, on va essayer de se trouver ça. Le mot de la fin, Yes. Allez, bonne soirée à vous les gars. les auditeurs.